tragic significance of the atomic bomb. Having found the atomic bomb, we have used it. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power network. Only a Japanese surrender will stop us. Les gens le collent sur leur voiture, sur leur pare-choc, fiers du champignon. Les champignons atomiques poussent partout, sur les t-shirts, les casquettes, les chaussettes. Vous pouvez acheter des sweatshirts avec le champignon, des bavoirs pour bébé avec le champignon atomique. La mascotte du lycée de Richland est un champignon nucléaire. Et ça, c'est vraiment fou. Quand on arrive pour la première fois à Richland, ce qui frappe, c'est la relation très particulière que la ville entretient avec la bombe atomique. Richland est la ville voisine du complexe nucléaire de Hanford. C'est ici qu'on a produit le plutonium de la bombe de Nagasaki. Nous sommes dans l'ouest des États-Unis, en plein milieu d'un désert dans l'État de Washington. Richland est une ville de 45 000 habitants où chaque famille a un lien avec l'industrie du nucléaire. On la surnomme Atomic City. En pénétrant dans le lycée de Richland, on reste un peu interloqué. Le champignon atomique sert de mascotte aux élèves. L'équipe de football s'appelle les Bombers. Dans la région, les Bombers sont réputés imbattables. Quand je suis devenu le coach de l'équipe, on m'a demandé ce que j'allais mettre sur les casques. Je portais le champignon atomique sur mon casque quand je jouais ici. Et j'ai voulu revenir à ce que je connaissais. On a donc remis le champignon, en pensant que c'était une bonne chose. La plupart des jeunes n'associent plus ça à la guerre. Pour eux, c'est la mascotte de la Richland High School. Vous savez, on en est à la 4e génération. When the name changed from Beavers to Bombers, some people who were in that class say they changed it because of the dropping of the bomb on Hiroshima. Others say no, they changed it because of the B-17, the day's pay, which is a B-17 bomber. My father's class in the 40s changed the name of the Richland Beavers to the Bombers because their parents donated a day's pay to buy an airplane, which is a B-17 bomber airplane, that everybody gave $1 for, and it was called a day's pay. And the plane actually flew in the European theater and did what airplanes do, drop bombs, and supported the war effort over in Europe. To just kind of talk about the bomber, which again is probably a symbol of war, but the reality was it's a symbol of a community effort pulling together. So even the people who were here have conflicting accounts of what exactly caused the change. And, you know, he gave this speech about how they changed the name and what it was all about. We tried to lay the groundwork. We brought the Hanford historian on campus. The mushroom cloud never was an official symbol until we provoked a vote by the student body because it was not an official symbol. Let's discuss this. Let's have an open forum. Let's have debate. Let's, you know, make this a student assembly instead of wasting school time by having a rah-rah before a football game. You know, during class, let's have an intellectual exercise. And let's spend some time teaching it. And we pressed on, and finally the principal said, we'll have a lunchtime meeting, one lunchtime meeting. Well, kids are going to give up their lunchtime to go in and listen.
It was crazy. I know. The kids leave campus, they go to McDonald's. That's what they do at lunch. They don't go and sit and listen to be taught. So we had 2 sessions. One session was pro, where these 2 guys, one of them actually got up in front of the crowd and introduced the Nuke 'em Till You Glow cheer. And of course, the 30 kids that actually showed up they all stood up and started doing the Nuke 'em Till They Glow cheer. And then we had our day, where we had 4 people approaching it intellectually, and there was actually a few more kids there, but at the most maybe 30 or 40, and the student body is about 1,300 students. So it was a total farce. And they said, see, you had your intellectual exercise. And then the vote came out, and, it wasn't even close, and they said, okay, that morning after the vote came out, Jim Deathridge, the person I'm telling you about, the people in the main office printed out a button to put on everybody's shirt that said, Jim bombed out. Just to rub it in. Anyways, so there you go. And people are still worried that the mushroom cloud symbol is going to go away. It won't. It won't. So. Mes grands-parents, mes parents, moi, ma fille, qui passe par ce lycée, et c'est ce qu'ils connaissent. Personne n'imagine que cela disparaisse un jour. Il y a des professeurs ici qui sont très clairs. Ils sont contre le champignon atomique, ils n'en sont pas fiers. Et je respecte ça, je respecte leur opinion. En tant que professeur, mon but a toujours été de bousculer la façon de penser des élèves. Je leur pose des questions complexes. Et cette controverse en particulier est parfaite pour ça. Elle les dérange. Ils écrivent dans leur dissertation « Je comprends que ce n'est pas politiquement correct, mais je l'aime quand même. » Une fille m'a dit « C'est dur, monsieur, car j'aime tellement ce symbole. Il représente si bien Richland. » What happens is they have a hard time. They grow up. They can't wait to be a bomber. They can't wait to get involved and wear that green and gold and be on that team or on that knowledge bowl or that science fair. They can't wait. Okay? And they associate that mushroom cloud symbol with all that good stuff. And it's a natural sort of thing. Most of them have never been far out of this arena. Almost everybody who leaves this area and goes someplace else writes back in reflection and says, oh my goodness, I never knew how the rest of the world sees that symbol. Oh yeah, they make fun of me. Yeah, I've a sign up here of my name. My name is Death and Rage with the E in the middle. And I say, and they look at that and they go, oh my gosh, and they laugh, And on my board it says, Old Cranky Mr. D. There's my phone number, my home phone number. Call me at my home phone if you need help with an assignment. So yeah, it's a joke. I guess as a teacher I've always felt a responsibility to ask kids to see themselves as part of as a world citizen, not just a high school kid, and to see that and to understand the larger picture if they could. But I think they need to be reminded that they have a larger responsibility. They have a responsibility to future generations. They have a stewardship. There's a stewardship aspect, and the irony is that they live in the second most polluted spot in the world, next to Chernobyl. And there, of course, much of the economic bliss that we've enjoyed in this community, even during the recession, is because of cleanup. We're cleaning up the contaminated, and so. They need to understand that, and they need to understand the larger picture. How does this fit in the rest of the symbole. I love this symbol because it stands Il représente si bien Richland. Il est fort. So powerful and good. But when Et quand je regarde les faits, c'est difficile de le défendre. It's hard to defend. Je lui ai répondu, eh bien c'est peut-être la leçon la plus importante que tu as apprise. Souvent, nous réagissons avec notre cœur plutôt qu'avec notre esprit. Et puis rien n'est jamais vraiment bon ou mauvais.
Ancien coach des Bombers, Scott était aussi professeur d'histoire au lycée. Durant les années où il a entraîné l'équipe, il avait banni le champignon des tenues de sport. Pour moi, c'est un symbole qui ne représente rien de positif. Comme partout dans le monde d'ailleurs, excepté à la Richland High School. Je suis diplômé de la Richland High School. Mais ça m'a toujours mis vraiment... Me and I don't know how many other family members would not be here, and it would have changed the course of many families. And I look at that and think, they saw the end of the war. How do you not? And again, I understand people died, but war is lousy no matter how you look at it. And to be a part of something that ended it, and because who knows how much longer it might have gone on, how much longer more American lives would have died. And there's a pride, and to ignore that, I just don't see how people could ignore that. Like I said, I understand there's a negative side to it, but they put the end, and that unknown factor will always be an unknown. But at that point in time, given what they knew at that time, that this celebration. I mean, this town erupted with pride, and to now say at some point later, because we don't see how you could be that prideful, that it should not be important anymore. Wow, that's like taking any great event in anybody's family and saying, no, this isn't important anymore, and that's not okay. So I support the cloud totally. I don't see how you can ignore such a moment in time that was so meaningful, and I just prefer to look at the positive side, and for me it's a positive thing. So I hope we never get rid of the symbol. Sorry if it offends somebody, but I hope we don't. It's unique, and I like that uniqueness. Mais ça m'a toujours mis vraiment mal à l'aise. En même temps, ça m'a toujours tenu à l'écart des honneurs en tant que coach. Ils m'ont écarté de tous leurs trucs. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Dans le dos des vestes, ils ont mis cet énorme champignon atomique dans lequel ils ont inscrit « Atomise-les ». Et en tant que professeur d'histoire, c'est vraiment dur d'accepter ça. Quand vous savez ce que signifie Atomise-les, pas seulement au niveau de la Seconde Guerre mondiale, mais dans son sens global. We had a contingent from Hiroshima come to visit the community to commemorate an anniversary of that particular event, and you know, they came to extend friendship and say everything's cool now, you know, we've grown up, everybody's grown up, we understand. And the principal asked me to take this entourage on a tour of the campus at the high school. One of the members of the contingent was actually a survivor of Hiroshima. So we walked over to the gymnasium, which you probably saw. That was before the big airplane was up there. And they walked into the gym, and there on the floor was this huge mosaic mushroom cloud. They all stopped and just froze and just had this funny noise. You know, Japanese are very polite. You could hear just this and there was this negative energy. We then walked into the big gymnasium, and of course you saw that also in the center of the floor. There was this huge mushroom cloud, and they all kind of got that negative feeling, and I was starting to get this, oh my, how am I going to deal with this thing? And I asked, are there any questions? Are there any questions? And again, very polite. Oh no, thank you, thank you, thank you. And so we walked around, and we went upstairs to the library, and on one of the walls in the library, a student had painted a mural of
of students in motion, you know, shadows of students in motion, walking, people walking. There was 5 or 6 shadowed images on the wall. And before I even saw the response, it instantly clicked with me. You know, that's the only thing that was left of 60,000 people in Hiroshima was their shadows painted on the concrete from the actual explosion. You know, it was a reverse effect. Everything was burnt except etched in the concrete were images of people. And as soon as they saw those shadows on the wall, they thought it was another attempt to glorify Hiroshima. And that stopped them. It stopped them, and there was tears in their eyes. And it was at that point that I realized, oh my goodness, I'd never even thought about that particular image that way, but as soon as I came up the stairs with these people, I did. I anticipated it. And I actually grabbed one of their hands and I said, let's move. You know, let's move. And they were so shaken. You know, from seeing this proliferation of mushroom clouds everywhere, and then to see that, it was very powerful. So we had, shortly thereafter, they were going to address the faculty. We had all of the faculty together in a room, and they had a little present they wanted to present, like a peace offering and a commemorative thing, and, you know, a friendship. And so they started to speak, and our principal was so visibly upset about just their physical presence on campus that he stopped the commentary by the one sole survivor of Hiroshima and said, "We didn't start the goddamn war. It was you." And he stormed out of the room. And of course, God, we're all sitting there, you know, the faculty are just going, oh my. And so a couple of us jumped out of our chair and escorted the people out. And that says a lot about the attitude in relationship to, you know, this mushroom cloud thing. And I don't see how it can possibly be appropriate for an educational institution. It's hard to see another generation. C'est dur de voir une autre génération se faire endoctriner sous l'influence du champignon. C'est vraiment dur de voir que ça continue. Le champignon atomique, c'est toute l'histoire de Richland. Elle commence en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement fédéral choisit alors le désert de Hanford pour produire du plutonium. Le site est isolé et la rivière Columbia permet de refroidir les réacteurs. L'épopée industrielle est lancée, classée secret défense. Nom de code, le projet Manhattan. On est devenu le plus gros producteur de plutonium au monde. Tout le système opérait dans le secret, l'isolement et le privilège. Pour produire des armes nucléaires en un temps très restreint. C'est une prouesse industrielle et technologique. 50 000 ouvriers en provenance de tout le pays participent au projet Manhattan. Those who look at things like the first reactor, the B reactor, as museums or monuments in the community see them as a source of great pride because this was a very big technological engineering achievement. Perhaps 55 degrees to just below the boiling point water on but the then you backside. have to ask for what purpose were we doing this? And while the purpose was to make fuel for weapons of mass destruction, one of which we used from the plutonium made at Hanford and Nagasaki that killed tens of thousands of people. And is that something we should be proud of or have a monument to?
and the uranium. Now it still looks like this. Heat is going on in this reactor. The water coming into the reactor. What is the legacy of this machine? What is it? Well, it's a legacy of overproduction of plutonium, a legacy of contamination, and a legacy of a Cold War nuclear mess that's going to cost a tremendous amount of money. This reactor is not designed to contain a steam explosion. Yes, ma'am. So should the B reactor be a monument? If it is a monument, it should be a monument that should be held up in the context of its purpose and what it meant, not just in terms of being a technological achievement. 50 000 ouvriers en provenance de tout le pays participent au projet Manhattan. On leur offre des billets de train, des allées simples. On leur promet de bons salaires et des paysages à couper le souffle les attirent par milliers. Les baraquements sortent de la poussière comme un véritable champignon démographique. Quand on progresse dans Richland aujourd'hui, on s'aperçoit que les maisons sont bâties selon les mêmes modèles. Ce sont en fait les maisons de l'époque construites pour loger les salariés. 70 ans plus tard, l'héritage atomique se décline sous des formes inattendues. Mais on peut se demander si derrière tout ça, il y a une réelle fierté. Ou bien est-ce une sorte de folklore nostalgique? C'est le moment d'aller goûter une atomic pizza avec une plutonium porter à l'atomic ale. On a des noms géniaux pour nos bières. Half-Life Hefeweizen, Atomic Ember, Plutonium Porter, International Pluton Pale. On s'amuse bien. On évite d'utiliser des symboles comme la bombe ou le champignon atomique. On préfère jouer sur la nostalgie de l'ère atomique et l'histoire de ce lieu. Les clients aiment bien. Il y en a très peu qui voient ça de manière négative. On a ouvert il y a 15 ans et ces dernières années, c'est devenu de plus en plus populaire d'utiliser le mot atomique pour son business. Let's introduce the Atomic City. Roll goes! Introducing the captain, number 14, Buddy. Number 22, Moonshine! All right, I want you guys to put your hands together because these are your Atomic City Roller goals! She seems to have found a way to make it through that wall of impenetrable lime green. There's some contact action. And it looks like, oh, Buddy Rabbit Box. It's a Moonshine into the turn. To be the first time, and it is the winner in issue. Wow, let's see who's up next. Moonshine Strider is out front. Oh, and it looks like she's through, and the winner has a grand slam. That is 5 points. Make some noise for the winner. There's some guys have to think of the crowd after out there making a solid green out of power. Battling the winner over the looks like that's the end of the jam. Morgan, what was the sign? What happened to it for Moonshine? She was called out for what? On the inside for another 5 points as she calls out the jam. Let's get some music. Atomic! 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 Okay, you guys can go on recess.
Il y en a qui disent ici que si vous êtes contaminé par les radiations, la meilleure chose à faire est de boire beaucoup de bière pour purger votre organisme. C'est pour ça qu'on est ici, pour aider les gens à éliminer leur contamination radioactive. Alors, buvez Atomic Ale. L'atome, c'est le clin d'œil local. Pourtant, l'histoire pourrait prendre une tournure plus inquiétante pour les habitants de la ville. Récemment, une équipe de décontamination a découvert une fuite radioactive sous un ancien bâtiment du complexe d'Hanford, à 2 pas de Richland. La radioactivité s'élève à 10 fois la dose mortelle. Allons voir de plus près à quoi ressemble Hanford. Nous quittons l'oasis de Richland pour le désert. Nous entrons dans une zone nationale sacrifiée. Les déchets nucléaires sont enterrés ici. Le dernier réacteur a cessé de fonctionner en 1987 à la fin de la guerre froide. Depuis, le nettoyage du site est classé priorité nationale par le gouvernement. Hanford est le site le plus contaminé du monde après Tchernobyl. Ces produits ne sont pas stockés dans les meilleures conditions de sécurité. La grande majorité des déchets n'est même pas contenue dans des fûts ou des cuves, mais tout simplement dans le sol. Et lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il gèle, et que le sol est humidifié, les déchets sont entraînés jusqu'à la nappe phréatique. Et la nappe phréatique conduit directement à la rivière et menace l'environnement. Dans 1000 ans, la concentration de plutonium dans la nappe phréatique au niveau de la rivière sera environ 300 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Quel endroit est suffisamment sécurisé pour y mettre ces déchets pour les prochains 100 000 ans à venir? There's radiation in our environment, you know, and there's snakes in our environment too, and the snakes bite you. It doesn't mean that it's good, you know, no. You know, people die from that too. So, you know, an increase in that radioactivity is scientifically proven to be harmful. So there is no such thing as a safe level or dose of radioactivity. That's known. It is accepted by this predominant, this vast majority of all scientists out there say, yeah, radiation is bad for you, period. End of story, no safe level. As humans, we're used to sensing our dangers, our poisons. So if we think a piece of food is bad, we smell it, we look at it, is there green mold growing on it? Well, you don't eat it, right? If it tastes funny, you spit it out. You can have a cherry that is so contaminated with radioactivity that in an hour it will kill you, but you wouldn't know it holding it in your hand. So that's the nature of the problem here, is that it's a silent toxin. So pour les prochains 100 000 ans à venir. So it will stay in the place we put it for 100,000 years. On pense qu'il faut au moins 200 000 ans pour que le plutonium cesse d'être radioactif. Alors comment le stocker en toute sécurité? À Hanford, 14 000 employés travaillent nuit et jour à cette tâche à haut risque, soit un quart de la population active de la région. La réserve nucléaire est le poumon économique de toute cette communauté. Le travail doit être accompli, c'est une nécessité. Nous devons nettoyer le désastre que l'on a causé. Dans la région, c'est sans doute l'un des meilleurs salaires que l'on peut trouver. Et j'en ai profité. J'ai élevé 5 enfants ici et j'ai eu une bonne vie. En juillet 2007,
lors d'une intervention technique, il s'est produit une fuite de gaz depuis une cuve. Et je ne le savais pas. Donc je suis allée jusqu'à la centrale pour tourner des valves et j'ai traversé les vapeurs. Et mes poumons ont été endommagés. Les médecins m'ont dit que j'aurais des séquelles jusqu'à la fin de mes jours. Avant d'être victime, personne n'imagine que c'est si dangereux. Mais après avoir été touchés, oui, ils ouvrent les yeux et deviennent convaincus de la dangerosité. Je crois que pendant longtemps, personne ne voulait croire que les travailleurs pouvaient être touchés. On préférait penser que non. Telle personne était particulièrement sensible. Mais ce n'est pas le cas. Les gens sont encore victimes. Même depuis mon accident en 2007, il y a eu d'autres opérateurs touchés. Et pas forcément au sein même de la centrale, mais à des endroits qui sont supposés être sûrs, comme les bâtiments de contrôle ou les parkings par exemple. La seule source d'information vient de là-bas. Et il y a un discours ambiant qui s'est développé sur le thème sécurité, sécurité, sécurité. Et même si ce n'est pas sécurisé, on l'entend si souvent qu'on finit par le croire. De fait, beaucoup de travailleurs eux-mêmes croient à ce discours. Donc ils ne portent ni masque ni protection. Et les collègues qui se plaignent un peu trop fort ou un peu trop souvent sont invités à la fermer. Cheryl aimerait retrouver un job moins contraignant au sein de Hanford. Mais elle n'essuie que des refus. Selon elle, c'est trop tard. Elle est passée de l'autre côté, le côté d'une vision critique. Ce n'est jamais vraiment dit qu'on pourrait perdre son job. Mais on ressent que si on fait trop de vagues, ce n'est jamais dit comme ça, on n'est pas menacé, mais la perception est que si tu fais des vagues, les choses pourraient ne pas être aussi confortables pour toi. À Richland, remettre en question la sécurité nucléaire, c'est remettre en question l'avenir de la ville. Car Hanford a besoin de main-d'œuvre, des jeunes si possible. Kai Lorenzen a 27 ans. Il semble avoir littéralement plongé son bras dans l'histoire iconographique de la ville. C'est une sorte d'hommage à chez moi. C'est ici pour toujours, et c'est quelque chose dont je pourrais parler toute ma vie. Et les gens veulent entendre cette histoire. Kai est un ancien élève de la Richland High School et travaille à Hanford. Son job, vérifier le niveau de radioactivité avant l'intervention des équipes. Selon lui, les normes de sécurité sont impressionnantes et les incidents sont rares. Mes grands-parents travaillent là-bas, mes parents y travaillent toujours, ma petite sœur et moi aussi. Et si je reste dans le coin et que j'ai des mômes, ils travailleront sûrement par là-bas. Non seulement tout le passé de Richland est lié à la bombe, mais en plus, les jeunes générations seront sollicitées pour achever la dépollution. Combien d'élèves du lycée de Richland se retrouveront à Hanford? Pour cette communauté, le nucléaire est une affaire de famille.